Bon, maintenant, je vais donner la parole à Dr. Rosanto Chaudhuri, c'est ça? OK. Dr. Chaudhuri a fait ses études en médecine à l'Université McGill, puis une formation en chirurgie générale, suivie d'une formation supplémentaire, un fellowship, en fin de compte, en chirurgie de transplantation et hématopancréatobiliaire. Biliaire, c'est ça, au Centre universitaire de santé McGill. Il a une maîtrise en Evidence-Based Healthcare de l'Université d'Harvard et une formation en transplantation d'organes de l'Université Northwestern de Chicago. Depuis 2007, Dr. Chaudhuri est membre du groupe de chirurgie hématopancréatobiliaire. Oh, c'est un exercice de français. Et de transplantation du CUSUM, tout en étant professeur adjoint en chirurgie à l'Université McGill. Il est aussi directeur médical de Transplant Québec et est engagé dans la conception de nouveaux systèmes d'allocation de foie au Québec. Il participe également aux recherches et essais cliniques dans les domaines de la transplantation et l'oncologie. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. En premier lieu, est-ce que vous m'entendez en arrière? Parce que j'ai tendance à murmurer, alors faites-moi signe si jamais vous ne m'entendez pas ou vous ne me comprenez pas. Aujourd'hui, j'ai élargi un petit peu mon mandat et j'ai décidé de vous parler un peu, non seulement de la chirurgie, mais des traitements locaux régionaux pour les tumeurs neuroendocriniennes. Quelques disclosures pour dire en anglais, donc j'ai quelques relations avec des compagnies, surtout pharmaceutiques, surtout dans le domaine des tumeurs neuroendocrines. Et j'ai emprunté quelques slides de Novartis pour cette présentation. Sans trop élaborer sur des thèmes que Dr. Asala a déjà abordés, les TNE sont quand même un groupe de tumeurs assez hétérogène, pouvant se présenter avec des syndromes sécrétoires ainsi qu'être non fonctionnels. Elles peuvent parvenir du système neuroendocrine diffus, donc de quasiment n'importe quel tissu dans nos corps. Les sites d'origine les plus courantes sont le système digestif, incluant le pancréas, qui comprennent à peu près les 2 tiers des tumeurs neuroendocrines, mais aussi le système pulmonaire. Parmi les systèmes digestifs, c'est surtout côlon, rectum et intestin grêle, avec un moindre pourcentage venant du pancréas. Comme Dr. Asala l'a mentionné, l'incidence de tumeurs neuroendocrines est en croissance et ceci, c'est des statistiques qui sont reproduites à l'Ontario, dans la base de données SEER. Donc, de façon mondiale, on voit qu'il y a une incidence qui augmente, quoique les raisons pour lesquelles c'est le cas ne sont pas très claires. Il y a certainement une composante reliée au fait qu'on va voir son médecin de famille pour n'importe quel bobo et on subit une échographie ou un scan par la suite. Et donc, il y a certainement des tumeurs des incidentalomes, qu'on appelle en anglais incidentalomes, qu'on détecte, qui sont d'une significance clinique inconnue. Parce que si le patient n'avait pas subi l'échographie, on ne l'aurait jamais su. Et ça se peut que ça aurait été le cas pendant des années et des années. Et donc, on a parlé, Dr. Asala a parlé un peu du syndrome de surtraitement et surdiagnostic, et je pense que dans le domaine de tumeurs neuroendocrines, ceci est une réalité. Quand on parle de tumeurs non fonctionnelles, les symptômes avec lesquels ça va se présenter sont très vagues. Ils n'ont pas des syndromes hormonaux classiques qui vont avec. Et donc, dans plusieurs cas, ils sont complètement asymptomatiques jusqu'à temps qu'ils atteignent un stade assez avancé quand même. Les symptômes assez vagues de douleur abdominale, parfois d'un saignement, de perte de poids sans explication, sont quand même communs. Et ce qui arrive souvent dans la trajectoire d'un patient atteint d'une tumeur neuroendocrine, c'est que ça prend beaucoup de temps avant que le diagnostic est posé. Donc, des symptômes apparaissent, on a des rendez-vous chez les médecins pour des symptômes qui sont vagues, et ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'un diagnostic est posé.
et c'est souvent des trouvailles fortuites. La grande majorité, surtout des TNE pancréatiques, sont en fait non fonctionnels. Donc, même si on parle souvent des syndromes hormonaux, surtout au niveau du pancréas, c'est le strict minimum qui le sont, donc qui ont ces syndromes hormonaux. C'est des tumeurs qui, pour la plupart, on trouve chez les gens plus âgés, donc à partir du 6e, 7e décennie. Mais le taux d'incidence commence à augmenter dans la quarantaine. Il y a quand même, c'est vrai, ces syndromes hormonaux. On va parler de syndrome carcinoïde pour la plupart des tumeurs intestinales. Et c'est surtout dû à la sécrétion de peptides, tels la sérotonine, qui cause ces symptômes. En fait, pour qu'on ait des symptômes, il faut que les produits sécrétés par le tumeur atteignent le sang systémique. Donc, tout le sang de notre bassin digestif, les intestins, passe par le foie, et le foie peut filtrer ces peptides-là. Donc, en principe, la plupart du monde qui ont des tumeurs digestives, même s'ils sécrètent des hormones, le foie les ramasse et les prévient de rentrer dans la circulation systémique. Une fois qu'on a des métastases, ou dans le rare cas de tumeurs rectales et dans les tumeurs bronchiques, les sécrétions peuvent atteindre la circulation systémique directement, et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des symptômes. Pour les tumeurs pancréatiques, étant donné la localisation du pancréas très profonde en nous, juste devant la colonne, on a plus souvent des douleurs abdominales, surtout épigastriques, donc autour du nombril, qui peuvent aller dans le dos. Quand les tumeurs grossissent et commencent à infiltrer les nerfs, on va se plaindre de douleurs de dos. Donc, douleur pancréatique, c'est souvent douleur de dos. On peut avoir des syndromes d'anexie, de cachexie, donc de perte de poids inattendue et non voulue. Quand les tumeurs pancréatiques grossissent à une taille où ils bloquent le cholédoque, qui est la voie biliaire principale qui mène la bile, ce liquide amer et jaunâtre ou verdâtre qu'on vomit lorsqu'on est en vomissement, ce canal-là passe directement à travers ce qu'on appelle la tête du pancréas. Et donc, un tumeur dans la tête du pancréas peut se présenter avec une ictère ou une jaunisse due à l'occlusion de cette canal. Bon, je pense qu'on peut passer à travers ce diapo-là. Tout cela pour dire que les tumeurs, souvent dans la queue du pancréas, peuvent atteindre des tailles quand même assez importantes sans causer de symptômes. Donc, ces tumeurs-là sont plus portées à se présenter avec une stade plus avancé. Et il y a quand même les syndromes hormonaux, les tumeurs sécrétantes qui sont bien connues, allant du pancréas, pouvant sécréter toutes les hormones produites par le pancréas, et pouvant donner des présentations cliniques assez classiques, mais en fait c'est plutôt rare, comme on vient de le dire. Dr. Assala nous a parlé un peu de la système de certification et classification. Je vais lui donner le diapo mis à jour pour sa présentation. Mais il faut souligner surtout que le système de certification du OMS pour les tumeurs endocrines se base vraiment sur les indices de prolifération, donc avec quelle rapidité les cellules sont en train de diviser, donc pour estimer la croissance des tumeurs. Même si la plupart des tumeurs ne sont pas fonctionnelles, on fait souvent tout le dépistage hormonal pour dépister ces tumeurs. Et donc, on a des marqueurs comme le 5-HIA dans l'urine. Dans le sang, on cherche souvent le chromogranina. Ceci est un marqueur de tumeur qui est parfois sécrété par les tumeurs endocrines. Donc, ce n'est pas toutes les tumeurs endocrines qui vont en sécréter. Et qui peut être faussement élevé par plusieurs autres, pas maladies, mais plusieurs autres problèmes ou à la prise de médicaments. Classiquement, la prise de IPP, tel le Losec, le Pentoloc, qui sont prises couramment dans la population, peuvent faussement élever le chromogranina. Donc, en général, comme clinicien, on se fie
jamais sur le taux absolu, mais sur les tendances. Donc, un taux de chromogranulat qui est élevé avant une chirurgie, qui baisse par la suite, puis après ça, commence à augmenter de nouveau. Ça, c'est un signe que peut-être il faut aller chercher une récidive, à moins que le patient ait commencé des IPP entre-temps. Donc, ce n'est pas quelque chose d'absolu, et je pense qu'il ne faut pas trop fixer sur ces chiffres-là. Parce que pour un patient, un taux de 1000 peut être son baseline, tandis que pour un autre, ça peut être 50. Et donc, c'est vraiment des tendances qui sont plus importantes quand on parle de marqueurs tumoraux. L'insuffisance rénale et l'insuffisance hépatique sont deux autres conditions qui peuvent faussement élever le taux de chromogranulat. Dans le bilan de patients atteints de tumeurs endocrines, il faut quand même faire une certaine imagerie pour aller voir l'étendue des tumeurs, le stade en fait. Donc, on va parler de plusieurs sortes de scans. Souvent, ça commence avec une échographie qui va déceler une masse, qui progresse dans une scan avec contraste, soit une résonance magnétique ou une tomodensitométrie, un CT scan. Souvent les deux, parce qu'ils nous donnent, nous, comme chirurgiens, des informations un peu différentes. Pour moi, en tant que chirurgien, quand je regarde un scan, j'aime bien regarder les vaisseaux sanguins et leur relation avec les tumeurs. Et les tomodensitométries nous montrent les vaisseaux avec une résolution un peu plus élevée que l'IRM. Par contre, si on va parler de détection de métastases hépatiques, c'est l'IRM qui est un peu plus sensible. Donc, ça se peut que vos médecins vous demandent de passer les deux examens parfois, ou en alternance, parce qu'on regarde des affaires un peu différentes dans les deux. Il y a aussi les imageries fonctionnelles, mais je pense que cela vont faire plus partie d'autres discours au cours de la journée. Tout cela pour dire qu'on a des techniques d'imagerie à la base des récepteurs de somatostatine qui se trouvent sur la plupart des tumeurs endocrines et qu'avec des agents radioactifs liés aux analogues de somatostatine, on peut les utiliser pour des imageries diagnostiques. L'ancien étant l'orthéoscan et le MIBG, et maintenant on progresse plus vers des TEP avec des isotopes préotates radioactifs qui sont maintenant disponibles ici au Québec. Il faut dire aussi que le TEP standard avec le FDG glucose qui est très disponible maintenant au Québec sont très peu utiles dans le bilan de tumeurs neuroendocrines. On va aussi parler d'autres interventions radiologiques telles l'écho-endoscopie. L'écho-endoscopie, c'est comme une gastroscopie, donc une caméra sur un scope flexible qui est rentrée par la bouche dans l'estomac, mais au bout de laquelle on trouve une sonde d'échographie. De l'estomac au pancréas, il n'y a que l'épaisseur du paroi de l'estomac, et donc ça nous permet d'avoir des images très très sensibles du pancréas. Et aussi, ça nous permet de faire des ponctions, des cytoponctions pour fin diagnostic. Donc, ça nous permet de faire des biopsies de façon peu invasive. Il y a aussi des scopies digestives, colonoscopies, gastroscopies qui vont être faites pour regarder les surfaces muqueuses de l'estomac et du côlon. Parfois, bronchoscopie, proctoscopie, parfois, on va avoir recours à d'autres interventions telles... ce slide est hors séquence. Parfois, on va avoir recours à d'autres interventions radiologiques ou gastroentérologiques telles le CPRE, la cholangiopancréatographie, qui nous permet d'accéder au cholédoque, soit pour faire de débloquer, si c'est bloqué par une tumeur, ou même pour avoir des biopsies de cette façon-là. Il y a d'autres marqueurs tumoraux qui sont moins souvent utilisés. En fait, je pense que personne ici au Québec n'utilise ni le polypeptide pancréatique ni la pancréastatine de façon clinique. Donc,
La prise en charge. Je pense que Dr. Asala a bien mentionné déjà que dans la prise en charge de tumeurs neuroendocrines, surtout quand on va parler de la gestion de maladies métastatiques, il faut souligner l'importance d'une équipe multidisciplinaire, comprenant non seulement nos infirmières pivots, mais nos endocrinologues, nos chirurgiens, radiologues, radio-oncologues, nucléistes, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment par discussion interdisciplinaire qu'à chaque fois qu'une maladie change de nature ou change de phase, une décision visant le traitement peut être prise. On a la chance au Canada de vraiment avoir une communauté en tumeurs neuroendocrines très active, qui publie souvent, et sur la guise de Simran Singh souvent, qui chapeaute le développement de guidelines pour la prise en charge de tumeurs. Et on va utiliser ces guidelines-là un peu pour parler du rôle de chirurgie et d'autres interventions locaux-régionaux dans la gestion du tumeur. Je souligne en premier lieu que la chirurgie demeure le traitement principal pour les tumeurs endocrines et la seule traitement à visée curative. Donc, il faut toujours revenir à ça. Et dans chirurgie, j'inclus les traitements locaux régionaux dans la gamme de chirurgie. Donc, il ne suffit pas juste de prendre des médicaments, mais de se questionner s'il y a d'autres traitements possibles dans la gestion de la maladie. Donc, si on va parler, ça c'est le modèle pour tumeurs pancréatiques, et on fait une dissection de taille. Les tumeurs au-dessus de 2 cm, on est plus porté à aller intervenir de façon chirurgicale d'emblée, tandis que les tumeurs moins que 2 cm, on a tendance à les observer pour voir quels vont être leurs devenir. Il y a une bonne proportion des tumeurs en bas de 2 cm qui ne vont jamais changer de taille, qui vont rester stables pendant des années et des années. Et donc, pourquoi faire subir quelqu'un une chirurgie qui n'ont pas nécessairement besoin? Et ça, je dis ça en chirurgien, j'aime opérer, j'aime prendre toute occasion pour opérer, mais je pense que dans les tumeurs endocrines, il y a bonne raison de prendre le temps pour prendre des décisions. Et donc, on a une suggestion d'observation pour les petites tumeurs. Ceci peut être mitigé par la grade de tumeur. Donc, un tumeur avec une grade un peu plus élevée, on peut être plus porté à amener en chirurgie d'emblée. Et surtout, quand les tumeurs commencent à changer de taille. Si on va parler de chirurgie, quelles sont les chirurgies qu'on pratique? Et ça dépend surtout d'où vient la tumeur, où elle se trouve dans le système digestif. Et vous allez m'excuser, je suis chirurgien abdominal, donc je vais me concentrer sur les tumeurs digestives. Donc, comme Dr. Asala a mentionné, dans le cas de tumeurs sécrétantes, on va parler de l'utilisation d'analogues de somatostatine en pré-op pour stabiliser les symptômes, et même en intra-op pour prévenir une crise carcinoïde ou une sécrétion très aiguë de beaucoup d'hormones quand on manipule la tumeur en chirurgie. Les tumeurs au pancréas, nous avons essentiellement 3 options chirurgicales. S'ils se trouvent dans la tête, on va parler d'enlever la tête du pancréas dans l'opération qu'on appelle un Whipple, ou pancréatico-duodénectomie. J'ai de la misère en anglais et en français avec cette terme-là. Une opération dont je pense plusieurs d'entre vous ont déjà fait de la lecture. De l'autre bord, si on divise le pancréas en tête et queue, on peut faire une pancréatomie distale, avec ou sans la rate. Et dans chaque cas, on essaie d'éviter les ganglions régionaux. Et ensuite, on fait une surveillance post-opératoire. Donc, si on veut parler un peu de qu'est-ce que ça comprend un Whipple, ça c'est l'anatomie de base. Donc, on a le foie, le cholédoque qui amène la bile du foie dans l'intestin à travers le pancréas qui se trouve juste en arrière de l'estomac. Et qui est enrobé par le duodénum, qui est la première anse de l'intestin grêlé. Ça, c'est ce qu'on enlève lors d'un pancréatico-duodénectomie. Et on l'enlève tout dans un morceau. Donc, pour énumérer, c'est la vésicule biliaire, le cholédoque, la tête du pancréas,
une portion de l'estomac et le duodénum. Et tout cela s'est enlevé dans une bloc qui nous laisse quelques bouts à raccorder. Donc, on a le cholédoque réintégré dans le système digestif, le pancréas réintégré, l'estomac et le bout d'intestin grêle. Et donc, après une reconstruction, on fait une approximation de l'anatomie de base où on connecte et le pancréas, le cholédoque à l'intestin, ensuite l'intestin à l'estomac. Et donc, on établit une continuité digestive. Ce n'est pas une petite opération, comme vous pouvez apprécier, et c'est une opération qui devrait vraiment se pratiquer dans le centre à haut volume. Et donc, on est chanceux au Québec d'avoir à peu près 4 centres, dont 2 à Montréal, qui pratiquent cette chirurgie avec régularité. Si jamais vous vous trouvez ou vous avez un de vos proches qui se trouve dans un hôpital qui en font 1 ou 2 par année, je vous suggère fortement de les conseiller d'aller chercher de l'expertise dans un centre de référence. C'est une chirurgie qui, même dans des centres de référence, comporte certaines complications. Et donc, c'est une chirurgie qu'on va pratiquer juste si on a une bonne indication de le faire. Donc, soit une tumeur qui excède la taille des 2 cm, ou une tumeur qu'on est convaincu est résécable. La pancréatectomie distale, de nos jours, se pratique souvent de façon laparoscopique, dans une procédure où même on peut réussir à épargner la rate et sortir une tumeur dans la queue du pancréas par laparoscopie avec des petites incisions. Ça ne change rien vraiment au niveau long terme, mais ça réduit probablement le séjour à l'hôpital. Demain, après la chirurgie, je vous dirais qu'une chirurgie ouverte ou laparoscopique, les devenirs sont pareils. J'ai la chance de travailler avec d'autres de mes collègues en chirurgie pathobiliaire à travers le Canada. Et nous avons réussi à mettre des outils d'éducation pour les patients disponibles sur le site web, sur des sites web. Donc ça, c'est une site malheureusement juste en anglais, mais quand même qui nous donne des informations pour les patients sur l'anatomie, quelle va être la chirurgie pratiquée, quelles vont être les techniques utilisées, et ainsi de suite. Donc, nous avons de plus en plus de ressources d'éducation pour les patients, et ça couvre non seulement la période pré-op, mais aussi post-op et après le suivi. Ça énumère les complications, mais ça dit aussi quelles devraient être vos attentes lors de votre chirurgie. Dans les nets localement avancés, on va quand même parler de chirurgie. Dans un contexte, encore une fois, multidisciplinaire pour des tumeurs de relativement bas grade, si on a besoin de faire une chirurgie qui implique les organes adjacents, on va quand même procéder, si c'est techniquement possible, sachant que la seule chance de guérison ou même de rémission à long terme, c'est d'enlever la masse tumorale. Et ceci, ça peut s'étendre jusqu'au point de faire des résections ou des reconstructions vasculaires, ou de prendre un tumeur de pancréas contigu avec de l'intestin, et ainsi de suite. Et donc, on voit quand même que la chirurgie peut être considérée même avec résection vasculaire et multiviscérale si c'est nécessaire. Si on parle plus des autres sites intestinaux, encore une fois, la résection demeure le traitement de base. Dans un contexte d'intestin, on va aussi parler d'une chirurgie oncologique comme serait pratiquée pour un cancer du côlon ou de l'intestin grêle, où on inclut évidemment des ganglions. On est de moins en moins porté de faire des chirurgies dites debulking, mais il y a certains contextes dans lesquels ça va encore se pratiquer. Les tumeurs digestives peuvent récidiver après une résection ou se présenter déjà métastatiques à la présentation. Où est-ce que les métastases se font? Mais en général, ça va se faire au niveau du foie. Nous avons quand même des survies très durables après les résections hépatiques, les interventions au foie. Et donc, nous croyons que ça vaut quand même la peine d'aller chercher ces métastases.
parfois par chirurgie, parfois par traitement local régional. En fait, même dans la présence de métastases hépatiques, en général, nous allons suggérer la chirurgie pour le tumeur primaire si c'est résécable. Pourquoi? Justement parce qu'une fois que ma maladie est limitée juste au foie, j'ai accès à plusieurs traitements dont je ne pourrais pas me servir si j'avais de la maladie systémique, donc des ganglions, des métastases ou le primaire en place. On va parler de ça un petit peu. Debulking, dans la littérature, il y a toujours la notion de debulking à 99% chirurgical. Encore une fois, je pense que c'est limité à des cas où les tumeurs sont très symptomatiques et on n'arrive pas à avoir le contrôle par d'autres moyens. Et heureusement, nous avons de plus en plus d'autres moyens à notre disposition. Donc, je pense que le debulking devient de moins en moins important dans notre séquence de traitement. Juste un exemple de résection hépatique, nous pouvons, d'un foie sain, enlever jusqu'à 75% dans une seule séance. Et nous avons évidemment développé une guide pour la chirurgie hépatique qui se ressemble vraiment à celui qu'on a pour le pancréas. Encore une fois, soulignant l'anatomie et quel va être le parcours du patient avant la chirurgie, pendant la chirurgie et en post-opératoire. Bon, encore une fois, dans la prise en charge des métastases, on va parler de résection de prime abord, mais aussi parfois de périodes d'observation seulement. Donc les métastases qui sont stables au foie, pourquoi intervenir? Parfois on va donner des analogues de somatostatine, parfois on va juste observer pour voir quelle va être l'évolution, parce que les traitements qu'on va utiliser vont différer entre les deux. Mais aussi, dans la résection, on va parler de traitement local. Et on va parler de ça dans ce contexte-là de tumeurs qui sont de parcours assez indolents. Donc, qui sont là, qui grossissent tranquillement, qui ne sont pas des métastases fulgurantes, où on va plus viser des traitements systémiques. Bien que, dépendamment de site d'origine et de la taille et du grade des tumeurs, le taux de récidive est différent, avec le fait que les gens ont une survie très longue après résection pour un tumeur neuroendocrinien, nous avons quand même des récidives qui vont arriver même des années après la chirurgie primaire. Donc, la surveillance est suggérée. Le foie étant la site de métastase la plus fréquente, nous avons développé des techniques axées sur le foie. Ces techniques comprennent les techniques d'ablation. Par ablation, je ne veux pas dire résection, mais vraiment de techniques où on laisse les tumeurs en place, mais on les traite. On peut les traiter par la technique le plus utilisée, le plus ancienne, était la cryoablation, donc avec le foie, une sonde contenant une liquide L'azote, ouais, de l'azote. Utilisé pour geler la tumeur en place. Ceci a été largement abandonné dans les tumeurs neuroendocrines pour être remplacé par une technologie qu'on a empruntée des cardiologues. Et ça, c'est la technique de radiofréquence. Là, c'est une antenne qui émet des ondes de radio, en fait, qui fait chauffer les tissus autour de l'antenne et on cuit en place la tumeur pour la détruire. Ceci, c'est devancé par les micro-ondes. Et donc, le même genre d'antenne de micro-ondes que nous avons tous dans nos cuisines se met dans une antenne qu'on utilise soit dans la salle d'app ou par les radiologistes pour cuire, entre guillemets, les tumeurs et les laisser en place. Donc ça, c'est des techniques d'ablation qui sont utilisées, mais aussi des techniques d'embolisation. Donc le foie, on va parler de RFA ou d'ablation, on peut voir que sous guidance d'imagerie, soit par turbodensitométrie ou par échographie, le radiologiste va positionner l'antenne à travers le milieu du tumeur, si c'est possible, et ensuite
le brûler, le cuire, et on peut voir l'effet que ça laisse au niveau du foie, un trou, une cicatrice ou bidome qui reste dans le foie, qui va rétrécir avec le temps, mais qui restera toujours à l'intérieur du foie. Le foie est un organe unique parce qu'il est muni de deux entrées de sang. Donc la plupart de nos tissus, il y a une artère qui amène le sang de notre cœur, de l'aorte, directement à l'organe, et une veine qui ramène le sang de l'organe vers le cœur. Le foie est un peu différent. Le foie accueille non seulement du sang de l'aorte, mais aussi tout le sang des intestins passe par le foie avant de rentrer dans le cœur. Et donc, cette double système d'irrigation nous permet un accès privilégié au foie, sachant aussi que les tumeurs, en général, les métastases, vont prendre leur sang de l'aorte, donc de la circulation aortique. Au niveau du foie, les 2/3 du sang viennent de l'intestin et le tiers ou le quart vient de l'aorte directement. Nous pouvons accéder au système artériel, soit par l'avant-bras, soit par l'aine, monter un petit cathéter par l'aorte dans l'artère qui alimente le foie et livrer soit de la chimiothérapie, quoique c'est moins utile probablement dans les tumeurs endocrines, ou juste de bloquer l'artère de façon temporaire avec une substance qui va se dissoudre. Quel est l'effet de ça? Mais c'est comme étrangler les tumeurs, si vous voulez. On les prive d'oxygène, on cause une nécrose, et on réussit à tuer la majorité du tumeur. On sait qu'on ne va pas tuer toute la tumeur. 1% des cellules, 2% des cellules vont survivre à ce genre d'intervention, mais par contre, on va arrêter la croissance. On va diminuer la sécrétion. Et ça, parfois pendant très longtemps. Et donc, c'est une technique qui nous permet de contrôler les symptômes et croissance de tumeurs pour une maladie qui est limitée au foie. C'est un traitement qui peut se redonner à maintes reprises. Donc, on peut faire des embolisations récurrentes au cours de plusieurs années pour maintenir le contrôle d'une maladie, même avant de passer à un traitement systémique, ou même par-dessus un traitement systémique. Donc, mettons, quelqu'un est sur un traitement systémique, on voit qu'il y a croissance à travers ce traitement au niveau du foie, ou des symptômes récidivantes. On a l'option d'augmenter le traitement systémique, mais on a aussi l'option de traiter par embolisation le foie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise souvent dans la gestion des métastases hépatiques. Et je pense qu'on a déjà parlé de tout ça. Qu'est-ce que tout ça, cela donne? Donc, je vous donne un cas clinique d'une jeune femme qu'on a rencontrée en clinique il y a plusieurs années, qui avait une masse abdominale qui était détectée lors d'une grossesse. Je vous la présente, la masse. On voit ici une tumeur très importante au niveau du corps et du queue du pancréas, avec même un engainement vasculaire qu'on voit dans ces images, qui a procédé à une résection de la tumeur, une résection de la veine porte, et qui par la suite, on a su la pathologie, mais qui a bien subi la chirurgie, qui a bien toléré la chirurgie, bien rétabli après la chirurgie, qui a passé un peu de temps sur Sandostatin, une discussion de qu'est-ce qu'on fait en adjuvant chez quelqu'un de si jeune, sans vraiment donner de données probantes pour l'utilité des AS en thérapie adjuvante. Mais quand même, on a fait nos suivis par IRM et par CT. Et donc, 3 ans plus tard, a développé des métastases au foie. Alors, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Là, on a commencé un traitement systémique, étant le Sandostatin, puis on a observé l'effet de ce traitement-là. Juste pour donner l'idée, c'est ça le genre de métastases qu'on voit. Les tumeurs neuroendocrines en CT et en résonance ont un aspect très particulier. Ils rehaussent dans une phase artérielle. Donc, même si on voit quelqu'un pour un scan abdominal, si on va pour un scan abdominal sans préciser qu'on cherche les tumeurs neuroendocrines ou qu'on veut un scan du foie en 2 temps, en 2 phases, on va avoir un scan en phase veineuse. Et la phase veineuse ne va pas détecter les tumeurs neuroendocrines ou peut les manquer.
Après l'institution d'analyse de somatostatine, il y a eu une progression des lésions. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Non, pas d'emblée. On a fait une embolisation du foie pour contrôler la maladie. Malheureusement, on a eu une complication de ce traitement. Ça existe. Et on peut emboliser, et ça a été le cas de la vésicule biliaire. Et donc, on a eu une période de polycystite aiguë, mais en fait, on a eu une très bonne réponse dans l'embolisation. Éventuellement, on a procédé à une chirurgie du fait qu'il n'y avait pas d'autres métastases qui sont apparues dans l'intervalle. En 2014, il y a d'autres lésions qui se sont produites et on a procédé à des ablations. Ensuite, il y a une récidive autour de l'ablation et on a discuté, est-ce qu'on s'en va vers un traitement systémique, d'autres embolisations, combinaison d'embolisation et ablation. Et en fait, c'est ça qui s'est produit. Et nous avons eu une très belle réponse initialement, suivie d'une rechute, et ensuite un autre traitement par embolisation. Et donc, ce n'est pas pour discuter des particuliers du cas, mais juste pour illustrer le fait qu'on peut passer à travers beaucoup de séances de traitement local, et que pendant ce temps, ça se peut que la maladie reste vraiment limitée au foie. Et c'est une particularité des tumeurs neuroendocrines. Et ça explique pourquoi je pense qu'on voit un taux de survie qui s'élève, même dans un contexte de maladie hépatique. Donc, pour terminer, nous avons de plus en plus d'outils pour traiter les tumeurs neuroendocrines. Des traitements systémiques, des traitements ciblés, des traitements systémiques et ciblés, dont on va parler cet après-midi. Des traitements locaux-régionaux. Et ça devient de plus en plus complexe de gérer la prise en charge, dont l'importance de vraiment avoir une équipe multidisciplinaire autour de vous, nos patients, autour de nos patients, pour nous guider. Sachant aussi que nous n'avons vraiment aucune idée dans quelle séquence utiliser ces traitements. Donc, nous avons de plus en plus d'outils, mais on n'a pas d'études pour dire, bon, on commence à part la chirurgie, en là-bas, je dis ça en tant que chirurgien. Mais par la suite, est-ce que c'est correct de manager, de gérer avec des traitements locaux au lieu d'utiliser un traitement systémique? Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Sauf que je pense qu'il faut approcher les maladies neuroendocrines avec une esprit ouverte, mais aussi un peu de patience. C'est des tumeurs qui sont indolentes. Pour la plupart, ils vont progresser lentement. Donc, vous, votre médecin, votre équipe, vous avez le temps d'apprendre à connaître votre tumeur, de voir comment elle se comporte, sachant qu'elle va passer à travers plusieurs stades, plusieurs phases. Il va y avoir des phases où la maladie demeure stable, des phases qui sont croissantes, des interventions pour établir la stabilité, d'autres phases de croissance, et ainsi de suite. Et donc, c'est important qu'à chaque transition de phase, l'équipe multidisciplinaire se penche sur quel est le meilleur traitement à vous offrir et que vous, en tant que patient, vous décidez laquelle vous voulez prendre. C'est vraiment une co-gestion de la maladie, surtout que c'est, d'une sens, une maladie qui devient chronique. Et donc, c'est sur cela que je vous laisse et je serai ravi d'avoir vos questions et je remercie encore le CINET pour m'avoir invité. Des questions pour Dr. Chaudry? Je voudrais savoir si ça vous est déjà arrivé d'opérer, en fait, un phéochromocytome en présence d'une neurofibromatose. Est-ce que d'emblée, vous allez voir le duodénum pour la tumeur carcinoïde? Si on va d'emblée aller chercher... Admettons qu'il n'y a pas de marqueur ou chromocranine est légèrement élevé, c'est normalisé. Normalement, non. OK. Parce que c'est ce que j'avais vu à un moment donné. Il semblerait qu'il y aurait des tests génétiques qui font souvent l'association des trois ensemble et qui ont déjà été, dans certaines chirurgies, est allé voir
puis il y avait quand même une tumeur là. Oui, mais c'est pas en général, ce n'est pas des interventions qu'on entreprendrait ensemble. OK. Donc, de faire un Whipple plus aller chercher un phéochromocytome, dans une séance, rarement que ça se ferait. OK. Mais la préparation à ce moment-là, chirurgicale, en pré-op, est-ce qu'il faut prévenir une réaction sérotoninergique aux anesthésies ou... C'est surtout la réaction, la crise de phéochromocytome, donc on se méfierait dans ce circonstance-là. OK. Ouais. Donc, la tumeur carcinoïde, pas nécessairement qu'elle va donner une complication anesthésique. Non, encore une fois, c'est juste dans le contexte où le sérotonine aurait un accès à la circulation systémique. OK. Donc, un petit tumeur localisé qui n'apparaît pas sur un scan, ça ne va pas poser des problèmes graves. Parfait, merci. Est-ce que les embolisations affaiblissent le foie? Je sais qu'on peut en faire plusieurs. Est-ce que ça a des à longue durée? C'est certain que à chaque fois qu'on donne une embolisation au foie, on abîme, si vous voulez, le foie aussi. On coupe le quart de la circulation pour un côté, soit le droit ou le gauche, lorsqu'on donne le traitement. Le foie, et je ne sais pas comment les Grecs le savaient, mais Prometheus le savait déjà, c'est un organe qui se régénère. Qu'est-ce qu'on entend par régénérer? C'est un organe qui peut récupérer sa masse, sa volume de cellules, sa nombre de cellules, après avoir eu un atteint. Donc, si on cause un peu de nécrose des tissus hépatiques, en dedans de 2 semaines, ça va revenir. Mais si on fait des prises de sang, on va voir qu'il y a quand même une insulte au niveau hépatocellulaire, donc les cellules du foie qui meurent en provenant embolisation. Les cellules qui sont plus à risque, c'est les parois des canaux biliaires. Et donc, il y a certains patients chez qui, suite à des embolisations récurrentes, ou avec la radioembolisation, qui est une technique dont on n'a pas parlé parce qu'elle n'est pas disponible ici à Montréal, on peut causer des rétrécissements des voies biliaires, des complications au niveau des voies biliaires. Je sais que vous avez mentionné qu'il n'y a pas des protocoles spécifiques que vous suivez, mais comment un patient qui est diagnostiqué avec ce type de tumeur, wherever the primary can be, comment un patient peut se rassurer qu'il suit quand même, je ne sais pas, un certain protocole ou qu'il suit la bonne façon d'essayer de mettre plus de choses de son côté? Mais je pense que là, de plus en plus, les guidelines sont disponibles. Et donc, vous pouvez voir si un parmi nous s'en va complètement off into left field. Mais je pense que le meilleur recours que les patients ont, c'est vraiment de se faire traiter par une équipe multidisciplinaire, de s'assurer que ce n'est pas un seul médecin qui a la gestion, mais que vraiment c'est une équipe qui décide pour les prochaines démarches. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser une question? Oui, OK. Je m'excuse. Je m'excuse si je pose une question. Non, c'est vraiment la philosophie de la chirurgie. Et pour chirurgie la primaire. Moi, je me demandais, parce que c'est toujours dans la littérature que, avec les plantes aussi, ça existe, apical dominance. Si vous coupez les top leaves, les autres, ça commence. Pour tumeur aussi, on connaît que la primaire souvent supprime les métastases. Donc, il y a toujours une littérature qui supporte cette idée. Selon vous, est-ce que vous gardez cette chose dans la décision d'enlever la primaire directement tout de suite, aussitôt que vous trouvez, ou vous pensez que ça actuellement, est-ce que ça supprime pour la tumeur neuroendocrine, les secondaires? Je n'ai jamais vu des tumeurs qui rebondissent, admettons, après qu'on ait une résection, qui n'a pas de complications. Donc, je crois qu'il y a une littérature qui démontre que c'est souvent les complications infectieuses de chirurgie, donc des septicémies et ainsi de suite, qui déclenchent un processus où le système immunitaire n'est plus capable de gérer des métastases. Et donc, de là, on voit que les gens qui ont eu des chirurgies avec complications
ont des taux de récidive plus élevés et qui récidivent plus tôt. Donc, pour moi, ce n'est pas une question vraiment du fait qu'ils suppriment, mais qu'il y a plein d'autres choses qui viennent en cours qui peuvent faire en sorte que les patients ont une progression de maladie suite à une chirurgie, surtout une chirurgie avec des complications. Ça, c'est démontré dans plusieurs foyers de cancer. Je tiens quand même, encore une fois, on va parler de philosophie qui est un peu soutenue par les guidelines, voulant dire que les guidelines ne l'interdisent pas. Comme on voit dans les guidelines de l'NCCN, à part la première étape, tout est can consider, can consider, can consider, can consider. Donc, ça laisse vraiment beaucoup de latitude au niveau des équipes. Si j'ai une maladie qui progresse, j'ai la primaire en place, j'ai recours uniquement à des traitements systémiques. Parce que, quoi que je fais au foie, il faut en plus que j'ai un traitement systémique pour gérer la tumeur primaire. Alors, si je peux convertir quelqu'un à avoir une maladie uniquement au foie, je pense que les options de traitement deviennent plus larges, sans avoir recours à des traitements systémiques. Et pour l'instant, quand même, nous avons quelques traitements systémiques, mais on n'en a pas à vitam aeternam. On n'a pas plusieurs lignées de traitements systémiques. C'est pas comme le cancer du sein où on a un autre qui ressort et qui sont tous très efficaces. Les traitements qu'on a pour les tumeurs endocrines de façon systémique, oui, ils prolongent la vie, mais pour la plupart, ils ne guérissent pas. Ils vont tous vont avoir des rechutes ou des progressions sur toutes les lignées de traitement éventuellement. Alors, pour moi, pouvoir avoir une maladie localisée au foie, c'est un avantage. Oui, Merci. Merci. Merci à vous.